Bonsoir à tous et bienvenue au sein de cette émission politique, comme je vous l'avais annoncé. Ce soir, nous avons au plateau le préfet de la Guadeloupe, Philippe Gustin, pour nous parler bien sûr des confinements. Nous parlerons aussi, et je pense assez largement, de ce problème d'eau. Et bien sûr, nous aborderons d'autres questions. Vous aurez la possibilité de nous appeler en fin d'émission au numéro de téléphone qui s'affichera sur l'écran de votre téléviseur. Monsieur le préfet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Voisin. Bonsoir à toute la Guadeloupe. Voilà, donc depuis le 11 mai, nous assistons à une phase de déconfinement. Quel constat? Le constat, c'est que, pour être honnête, on avait déjà commencé un petit peu avant, parce que la cinétique de la maladie était plutôt favorable et donc on avait noté un certain relâchement. Pour autant, là, vraiment, avec cette période de déconfinement, il faut surtout apprendre à vivre avec ce virus qui est là. Et pour autant... Alors, le virus circule encore en Guadeloupe? Bien sûr, puisqu'on a eu des cas positifs pas plus tard qu'hier. Alors, c'était un cas importé, puisque c'était justement une personne qui était en quatorzaine dans un site dédié et qui avait été testée. Donc, oui, le virus, il est encore là, il est encore parmi nous. Alors avec des personnes qui sont testées et qui ont une charge virale parfois très faible parce qu'ils ont développé la maladie il y a plusieurs semaines, mais le virus, il est encore là. Il est encore là et il peut aussi venir de l'extérieur. Donc il faut être extrêmement prudent. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus et pour autant redémarrer la vie parce qu'on ne peut pas rester confiné ad vitam aeternam. Il faut en particulier que la vie sociale, la vie économique redémarre. Et donc, il faut garder de cette expérience du confinement l'ensemble des gestes barrières qui font qu'aujourd'hui... Mais justement, monsieur le préfet, lorsque nous regardons ce qui se passe depuis le 11 mai, n'avez-vous pas l'impression qu'il y a un relâchement concernant ces gestes barrières? Si, il y a un relâchement de manière générale, pas seulement ici en Guadeloupe, et c'est là que je tire moi la sonnette d'alarme. Nous le verrons malheureusement très vite. Les 15 prochains jours sont déterminants parce que vous savez que c'est la durée en général d'incubation de cette maladie et donc on peut avoir dans 15 jours un réveil qui peut être douloureux. Donc il faut, même si c'est compliqué, même si c'est dur, de ne pas avoir envie en particulier de serrer dans ses bras ses enfants, ses petits-enfants, ses grands-parents, et bien, il faut garder ces mesures de distanciation parce que on peut avoir l'illusion, puisque nous sommes une zone, un département, une région verte, on peut avoir l'impression que tout est bien, il n'y a plus aucun risque. Je répète ce que disait le Premier ministre ce matin, parce qu'on a eu une visio avec le Président de la République, il disait on a plus de risques quand on a 75 ans dans une zone verte que quand on en a 20 dans une zone rouge. Voilà, je pense qu'il a bien résumé la situation. C'est-à-dire il faut, en particulier sur les personnes qui sont vulnérables, personnes âgées, les personnes qui ont des facteurs de risque qu'on connaît bien, il faut être particulièrement prudent dans les contacts qu'on a avec les autres et avoir en particulier ces fameuses mesures de distanciation qui doivent faire en sorte qu'on évite de transmettre la maladie. Alors justement, pourquoi avoir arrêté la quatorzaine ? Ah, pourquoi avoir arrêté la quatorzaine? C'est une bonne question. D'abord, elle n'est pas arrêtée, la quatorzaine. Elle est aménagée. Et surtout, on donne l'occasion et le choix aux passagers qui arrivent sur le territoire de choisir entre une quatorzaine dans un lieu dédié et une quatorzaine à domicile, leur domicile ou le domicile de quelqu'un qui nous indique. Ce choix, il a été fait à la fois par le législateur, mais surtout par une décision du Conseil constitutionnel qui a estimé que contraindre quelqu'un à résider dans un endroit qui n'est pas le sien et j'emploie le terme à dessein, l'enfermer pendant 14 jours, eh bien, c'est une privation de liberté. J'avais employé ce terme-là, ici même, il y a quelques semaines. Mais c'est ce qui a été fait jadis. Voilà, ça a été fait, mais ça n'a pas été fait sous l'empire d'une loi ou d'une ordonnance qui a été visée au Conseil constitutionnel. C'est ça la différence. La nouvelle loi, la loi d'urgence, elle a été, le président de la République a saisi d'ailleurs le Conseil constitutionnel pour avoir son avis sur ces questions-là, et c'est le Conseil constitutionnel qui a pris cette décision et elle s'impose.
Elle s'impose à nous. Toutes les personnes qui arriveront en Guadeloupe seront testées. Alors attention. Alors, d'abord, comment ça va se passer? Comment ça se passe exactement? Toutes les personnes qui vont arriver en Guadeloupe seront... Alors, je vais peut-être... Pardon, si vous me permettez, je reviens un petit cran avant. Allez-y. D'abord, pour venir en Guadeloupe, ça, la loi n'a pas changé, les dispositions n'ont pas changé. Pour venir en Guadeloupe, il faut avoir un motif impérieux, professionnel ou personnel ou de santé. Ça exclut de facto le voyage d'agrément, en particulier le voyage de tourisme. J'insiste bien là-dessus parce que les chiffres que je regarde tous les jours, parce qu'on a 2 vols par jour, prouvent que petit à petit, on a, je l'avais dit sur ce plateau il y a quelques jours, il y a une volonté en particulier, on peut peut-être les comprendre, des gens qui ont été confinés pendant 2 mois dans un petit appartement parisien ou ailleurs, de venir prendre le soleil de Guadeloupe. Ça, ce n'est pas possible. Ça reste quand même déterminant et ça n'a pas changé et ça n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel de la même manière que les 100 km, c'est la même chose, n'ont pas été censurés. Donc ça, c'est le premier point. Donc pour venir ici en Guadeloupe, il faut avoir un motif impérieux, familial ou professionnel ou de santé. Et quand on arrive, on est soumis à la quatorzaine. Vous arrivez à l'aéroport, vous êtes d'abord testé votre température, vous serez, je l'espère, à partir du vol de jeudi, testé aussi d'un test PCR pour voir si vous êtes positif et vous aurez Covid plus ou Covid négatif. Là, aujourd'hui, ceux qui sont arrivés hier, on leur a donné une ordonnance pour se faire un test PCR dans un drive dès que possible. Et puis, vous devrez remplir un questionnaire, c'est ce qui a été fait hier, ce qui se fera désormais, pour, d'abord, on vous rappellera vos droits, ce que vous pouvez faire. On vous conseillera plutôt d'aller dans un hôtel si en particulier vous ne pouvez pas vous assurer que vous avez toutes les conditions idéales pour faire une quatorzaine, parce qu'il faut quand même faire cette quatorzaine. Je vous donne un exemple. Hier, nous avions 200 passagers dans le vol de Paris. 47 ont décidé quand même d'aller dans un hôtel. Qui étaient ces 47 personnes? Eh bien, c'était des personnes qui avaient, dans l'endroit où elles devaient aller loger, une personne âgée, une personne avec une pathologie à risque, et qui ont préféré ne pas faire prendre un risque à elles-mêmes, mais surtout à un proche, et qui ont préféré aller dans un hôtel. De la même manière, ceux qui étaient encore en quatorzaine, et qui avaient la possibilité aussi hier de sortir, sur 150 à peu près, 35 ont décidé de rester jusqu'à la fin de la quatorzaine. Donc nous aurons des gens qui décideront et qui accepteront, et je pense que c'est bien ainsi, d'aller dans des hôtels. Et puis les autres iront chez eux. Et alors après, ce qui est important, c'est que, ils auront le résultat du test le lendemain, donc on saura déjà s'il faut les suivre plus particulièrement. Ils seront suivis par la plateforme de l'ARS, c'est-à-dire comme on a leur numéro de téléphone et tout, on les appellera. Je souhaite, moi, comme on l'avait fait avant la quatorzaine stricte en lieu dédié, que les polices municipales soient aussi impliquées et qu'elles puissent aller faire un petit tour de temps en temps, quitte à ce que ce soit aussi les forces de l'ordre. Bref, il y aura un contrôle. Et nous prévoirons un deuxième test au bout de 8 jours pour s'assurer que les gens sont toujours négatifs. Voilà, ce suivi sera fait, mais vous voyez qu'il repose sur quelque chose de fondamental. C'est la responsabilité individuelle et c'est le civisme. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur la responsabilité individuelle quand on connaît les risques ? Oui, c'est vrai, et c'est une vraie question. Vous vous souvenez, j'avais donné les chiffres là aussi la dernière fois, quand nous pratiquions cette quatorzaine à domicile, puisque nous l'avons fait pendant 15 jours, jusqu'au 16 avril, on suivait aussi les gens de la même manière, on les appelait, on allait chez eux, etc. Et tout. On s'est aperçu qu'à peu près 30% des gens n'étaient pas là en permanence. Donc ils ne suivaient pas de manière très stricte cette quatorzaine. Voilà, moi c'est le législateur et c'est surtout le Conseil constitutionnel qui en ont décidé ainsi. Je suis un vilain préfet, je suis censé non seulement faire respecter le droit, mais le respecter moi-même. Et donc j'applique ce qui a été défini. Vous n'avez pas la possibilité de... Je ne peux pas contraindre. Je ne peux pas contraindre. De moduler, d'essayer non, ce n'est pas possible. Ce qui était possible avant ne l'est pas aujourd'hui. Et donc, voilà, on applique le droit. Mais regardez un petit peu ce qui se passe dans l'Hexagone au niveau des quais de Seine.
comment les gens se sont rués et où les gestes barrières n'étaient pas respectés et tout. Alors, on peut s'interroger, se demander qu'est-ce qui va réellement se passer. Les gens maintenant sont sortis de chez eux, mais ils ont envie de faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire avant. C'est plus nuancé. D'abord, il y a vraiment le retour à la liberté, et ça peut se comprendre. Il y a des gens aussi qui ont énormément de mal à se déconfiner. Le sondage au niveau national est d'à peu près 35% des gens qui ont peur, qui veulent pas sortir, et qui ont du mal à retrouver cette liberté. Alors ce sont des gens qui n'ont peut-être pas confiance dans ce qui a été annoncé par le gouvernement aussi. Et puis qui ont sans doute aussi des pathologies, je vous dis les personnes âgées en particulier, on a tous dans notre entourage qui se disent oh là, je ne vais pas prendre le risque d'être contaminé, j'ai rien eu, je n'ai pas été malade, je veux pas. Donc on a cette difficulté, mais moi je l'avais prédit, je savais que le confinement était quelque chose de compliqué, mais le déconfinement est encore plus compliqué parce qu'il faut apprendre à vivre avec quelque chose d'invisible qui s'appelle un virus. Donc il faut qu'on fasse, encore une fois, tous les gestes barrières et puis qu'on essaie d'éviter autant que faire se peut. Je rappelle que ça non plus, ça n'a pas été censuré par le Conseil constitutionnel. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont proscrits. Je note quand même qu'en Guadeloupe, on ne respecte pas toujours cette règle-là. Merci, monsieur le préfet. Dans des moments qui sont certes délicats, mais que je trouve vraiment là aussi un danger, surtout quand on sait qu'on a des clusters en métropole qui sont basés aussi sur ces rassemblements de plus de 10 personnes. Merci, monsieur le préfet, de dire cela, puisque, tout comme moi, vous savez que concernant les funérailles, il y a maintenant une grosse polémique, puisque, vous le savez, il y a eu des funérailles qui se sont passées dans la région de la Basse-Terre, et où, effectivement, il y avait beaucoup des manifestations cet après-midi aussi dans le cadre de funérailles aussi. Donc, les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que pour certains ça peut se faire avec beaucoup de monde et pour d'autres pas? Qu'est-ce qui a pu changer? Alors qu'avez-vous à dire concernant cela? Que personne n'est au-dessus des lois ni des règlements, personne, et que en tout cas dans ce contexte-là, aucune dérogation ne m'a été demandée et aucune dérogation n'aurait été accordée, parce que non seulement je ne l'aurais pas souhaité, mais surtout, et c'est déterminant, je n'en ai pas le pouvoir. Donc concrètement, je regrette, parce que je sais par ailleurs, et je l'ai pratiqué, parce que j'ai eu beaucoup d'interventions, je sais par ailleurs la douleur de toutes ces familles guadeloupéennes, et c'est vrai aussi en métropole, et partout dans le monde aujourd'hui avec cette pandémie, qui n'ont pas pu accompagner un proche, qui n'ont pas pu faire un dernier adieu, qui n'ont pas pu voir même leurs proches avant leur mise en bière. Et ça, je sais qu'il y a eu un civisme énorme et fondamental ici en Guadeloupe, alors même que je connais la tradition autour des obsèques, je connais les veillées, je sais ce que c'est, eh bien, on a tenu bon. Et moi, je regrette vraiment qu'il y ait de mauvais exemples. Oui, je le regrette, vraiment. Est-ce qu'il y aura des sanctions? Je peux difficilement avoir des sanctions sur quelque chose que je n'ai pas. Je l'ai ouï dire, je ne l'ai pas vu de mes yeux vus et ça n'a pas été vu par des personnes assermentées. Mais en tout état de cause, je regrette. En tout cas, ce mauvais exemple qui est donné et qui est donné par des gens qui ont de plus exercé des hautes fonctions. Donc ça, c'est pas normal. Mais sachez en tout cas, parce que j'ai vu les débats sur les réseaux sociaux, je n'ai accordé aucune dérogation. Et je n'en aurais de toute façon accordé aucune, pas plus aux personnes concernées. Porte ouverte pour que les autres aussi puissent faire la même chose. Je pense qu'au contraire, ça doit être quelque chose qui nous interpelle, parce que, imaginons le pire, c'est-à-dire que de ce rassemblement de personnes en nombre, si j'ai bien compris, naisse un cluster, je pense qu'on le paiera cher. Et donc, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait une reproduction de ce genre de choses. Et vraiment, je remercie
et je comprends vraiment les efforts qui sont faits par la population guadeloupéenne d'accepter des règles très strictes sur les 20 personnes à l'enterrement. Donc de toute façon, on continue sur le même Bien sûr, schéma, ça n'a pas changé. dans la même voie. Pardon aussi, parce que je pense qu'il faut leur rendre hommage, tous les pompes funèbres ont joué le jeu aussi sur ce sujet-là, malgré les pressions. Elle rencontre régulièrement ma secrétaire générale à la préfecture de Basse-Terre pour avoir régulièrement on a suivi ça depuis le début, parce que ça a été pour cette profession aussi un changement fondamental, y compris dans leur pratique, vous le savez, puisqu'on avait avec les malades identifiés Covid tout un process qui se mettait en place. Donc ça a vraiment bouleversé, au sens aussi psychologique du terme, la pratique de ce métier, et tout le monde a tenu. Et il faut continuer à tenir, parce qu'on le voit bien, l'exemple de la Dordogne le montre bien, ces cérémonies familiales, ça peut être naturellement un enterrement, ça peut être des choses aussi plus joyeuses, comme un anniversaire, etc. Ça peuvent être des moments, en tout cas, de propagation du virus que l'on paye cash quelques semaines après. Concernant le couvre-feu, est-ce que c'était une demande des maires qu'il n'y ait plus de couvre-feu? Non, pas du tout, au contraire. Au contraire. Vous avez pris la décision? Oui, les maires avaient, ceux qui étaient en audio l'autre jour, avaient plutôt émis le souhait qu'on continue. On avait eu une discussion sur les heures, on s'était mis d'accord sur un desserrement un peu de l'étau pour un couvre-feu qui devait être prévu de 21h à 4h du matin. Donc tout était prêt, et puis est arrivé aussi la loi. Donc encore une fois, moi je suis là pour respecter la loi, et l'analyse que nous avons fait de la loi, du décret d'application montrait. La loi dit quoi? La ceux loi, qui nous écoutent? Non, la loi, elle dit que dans les dispositions de limitation des déplacements des populations, le préfet a une latitude à partir du moment où le risque est avéré. Donc concrètement, si nous étions dans, même pas le pic, mais dans une explosion de la pandémie, j'avais la possibilité de limiter certains déplacements à certains moments. Donc il fallait être extrêmement précis sur les limitations. Encore une fois, on est dans de privation de liberté, donc tout ça est légitime, que ça soit vu par le législateur et par le Conseil constitutionnel. Et donc, eu égard à la situation pandémique aujourd'hui, la cinétique de la maladie ici en Guadeloupe, avec un virus qui est encore là, mais qui circule de manière très lente, j'étais dans un couvre-feu que l'on aurait pu qualifié de préventif. C'est-à-dire, je voulais éviter. C'est d'ailleurs comme ça que je le concevais, et c'est d'ailleurs comme ça que les maires aussi le concevaient. Ils m'avaient bel et bien expliqué aussi que pour eux, c'était important ce couvre-feu vis-à-vis, je l'avais dit ici même, de populations jeunes qui se sentaient complètement protégées de ce virus et qui pouvaient se retrouver le soir ou la nuit à faire un petit peu la fête. Donc ça, on l'avait compris, on l'avait partagé. On avait estimé aussi avec les maires, on a eu cet échange, qu'à partir du moment où les bars, les restaurants étaient fermés, que la contrainte sur le citoyen n'était pas si énorme que ça, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire le soir. Comme les regroupements aussi de 10 personnes, là, restent interdits, vous n'avez plus grand-chose à faire le soir que de rentrer chez vous et de lire un bon bouquin ou de regarder Canal 10. Donc, concrètement, on s'était tous mis d'accord, puis on avait dit que c'était un moyen aussi de, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sentiment de liberté, on passe du tout à rien, ou de rien à tout, et on se dit, là, ah oui, mais il reste quand même cette contrainte. Cette contrainte du couvre-feu, c'était un signal fort que les Guadeloupéens connaissent bien, parce qu'encore une fois, le couvre-feu, on l'applique aussi en période cyclonique. Et bien donc, la loi en a décidé autrement, et moi, je n'ai pas voulu forcer. J'aurais pu, je crois que j'entends que j'ai fait une reculade. Pour faire une reculade, il faut avancer. Marche arrière, machine arrière, enfin, il y a eu tout ça. Moi, j'adore quand on analyse ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Non, moi, je suis là pour respecter le droit. Voilà, donc j'ai respecté le droit, mais je dis aussi clairement, j'espère que je ne serai pas amené, toujours en accord avec les maires, à envisager, si la pandémie repartait ici, un nouveau couvre-feu, parce que ça a été, qu'on le veuille ou non, je pense que ça a contribué
avec d'autres choses, et en particulier avec le couvre-feu diurne du grand week-end de Pâques. Si on regarde rétrospectivement, si vous regardez l'avis au Conseil qui a été rendu cet après-midi, ils expliquent bien que nous avons outre-mer, alors que ce même conseil scientifique nous prédisait des choses terribles dans ses avis du mois de mars. Il est forcé de reconnaître aujourd'hui que la gestion de la crise, le fait qu'on ait commencé le confinement très tôt alors qu'il n'y avait pas beaucoup de cas, le fait que nous ayons été très, très durs dans les mesures prises de couvre-feu, de quatorzaine, etc., a permis de contenir le virus. Et donc on peut dire aussi que nos voisins de la Caraïbe ont fait aussi très bien. Oui. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé. Presque tous. Presque tous ont fait très bien. Il y a quand même quelques petites exceptions, mais d'une manière générale. Oui, parce qu'on est sur des territoires d'abord insulaires, hein, donc c'est plus facile de fermer complètement toutes les écoutilles. Et puis il y a eu cette prise de conscience très tôt parce que nous étions dans un effet retard par rapport à ce qui se passait en particulier en Asie et même en Europe. Donc il y a eu une réactivité très très forte là, mais je répète quand même que nos territoires de la Caraïbe, dont la Guadeloupe, nous sommes fragiles. Nous sommes extrêmement fragiles parce que justement nous n'avons pas cette continuité territoriale. Nous devrons, et j'espère que nous devrions, je vais employer un conditionnel si des fois ça devait arriver, j'espère que ça restera du conditionnel, nous devrions nous débrouiller nous-mêmes par rapport à la gestion de la pandémie si nous devions avoir des cas, si nous devions avoir des personnes en réanimation. Donc tout ça, nous le savons. C'est pour ça que tous les efforts qui ont été faits pendant ces 8 semaines de confinement, qui ont été très longues, très compliquées, très difficiles à vivre, il ne faut surtout pas qu'on les gâche aujourd'hui. Vraiment, et donc il faut continuer. On ne peut pas parler de vraie ouverture des frontières sur le plan local, non. Pour moi, la frontière, elle est dans les airs. Hein. C'est-à-dire, c'est l'arrivée des avions et des bateaux. Hein, parce qu'il y a à la fois les liaisons maritimes et les liaisons aériennes et c'est vraiment une crainte pour vous? Oui, ça reste pour moi une crainte. Oui, parce que on le voit bien. Hein, on refait l'analyse de la pandémie et de son développement ici en Guadeloupe. Les premiers cas avérés étaient des cas importés. Alors, de Guadeloupéens, mais qui avaient séjourné soit en Haute-Savoie, soit dans l'Oise. Hein, c'est les premiers qui ont développé cette maladie en février avec les premiers symptômes au mois de mars. Donc on voit bien que, mais c'est normal, on n'a pas eu une maladie endogène. On n'a pas créé cette maladie ici en Guadeloupe. C'est pas un Guadeloupéen qui était resté en Guadeloupe qui a eu la maladie en premier. Donc cette maladie, elle venait d'ailleurs. Et ce que je souhaite, c'est qu'elle ne revienne pas d'ailleurs et que nous mettrons, alors puisque nous n'avons plus la quatorzaine, nous mettrons quand même l'ensemble des outils aujourd'hui pour identifier très rapidement des cas, si nous devions en avoir. C'est pour ça qu'il faut avoir ce suivi, qu'il faut quand même que cette quatorzaine, je rappelle la responsabilité de chacun, voilà, que les personnes qui arrivent, il faut faire ce pari-là. Je sais que c'est un pari qui est risqué, mais moi je continue à croire quand même à la responsabilité humaine et j'espère en tout cas qu'on est entendu ce soir. Nous prenons beaucoup de temps aussi avec les gens qui débarquent des avions pour leur expliquer, on leur donne des documents, on leur donne toutes ces choses-là. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas le coronavirus, hein, donc, et on leur explique le risque qu'ils ont à aller dans leur famille et à faire comme si de rien n'était. Non, ils viennent de l'extérieur, ils peuvent être porteurs de ce virus, il faut donc qu'ils s'astreignent à une quatorzaine la plus stricte possible chez eux. Au-delà des restaurants, des bars et tout ça, est-ce que le fait d'ouvrir toutes les entreprises en même temps, ça n'a pas un petit peu complexifié la situation? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire par secteur d'activité? D'abord, je pense qu'on l'a fait de facto, parce qu'on l'oublie, mais toutes les entreprises n'ont pas été fermées pendant la crise, pendant le confinement. Je pense qu'il y a des grands secteurs, je salue de nouveau tout le travail qui a été fait par la grande, la moyenne, la petite distribution pour faire en sorte que jamais, à aucun moment, vous vous souvenez, hein, le premier soir où je suis venu ici pour vous annoncer le confinement, tout de suite on partait sur des délires de restrictions, qu'on n'aurait pas plus à manger, plus à boire, plus rien du tout. Donc non, on a tenu le coup et
vraiment tout ça, c'est une chaîne logistique formidable qui a travaillé pendant le confinement et qui a permis à tous les Guadeloupéens de pouvoir se nourrir correctement. Donc ça a commencé aussi avant le déconfinement. On a en particulier avec certains secteurs comme le BTP eu une reprise dès la fin du mois d'avril sur les chantiers, même avant. Comme je circulais beaucoup entre la Basse-Terre et ici, j'ai vu quand même beaucoup de chantiers et c'est heureux parce que les gens ne prenaient pas obligatoirement de risques. À partir du moment où, en tout cas dans les entreprises concernées, le chef d'entreprise était en capacité de mettre en place les gestes de distanciation sociale, de barrières, etc. et tout, ça a été mis en œuvre. Donc je trouve que non, ça a été plutôt progressif et il reste encore des secteurs importants et vous l'avez dit, les bars, les restaurants, les lieux recevant du public comme les clubs de sport, il y en a un pas très loin, et puis tout notre secteur touristique qui est quand même lourdement impacté et dépendant, lui, pour autant. Et c'est là le juste équilibre qu'il va falloir trouver. Il a besoin de respirer. Il a besoin d'avoir des touristes. Justement, nous en parlerons d'ici quelques instants, puisque nous marquerons une courte pause et je reviendrai avec vous sur d'autres questions. Voilà, nous revenons avec le préfet de la Guadeloupe, Philippe Gustin. Donc nous repartons avec vous juste concernant les restaurants, puisqu'on a vu les restaurants ouverts. Donc dans quelle mesure peuvent-ils le faire ? Alors non, seuls les restaurants qui vendent de la nourriture à emporter peuvent ouvrir. Oui. Les restaurants ne peuvent plus ouvrir à partir du moment où ils reçoivent du public, donc ils sont fermés depuis Donc il faut vraiment que ça soit de la nourriture à emporter sans pas forcément du drive, mais voilà, ça peut être le restaurant dans lequel on vient chercher le plat qu'on a commandé ou les plats qui sont préparés et être à emporter. J'en profite de votre... On m'a posé la question des bokits dans les camions, les roulottes, mais c'est de la vente à emporter, donc elle a été autorisée pendant toute la période du confinement. C'est vrai qu'on en voit moins, mais je ne sais pas pourquoi. Mais ces personnes peuvent. Alors les pizzas et bien sûr, tout cela, on est sur de la vente à emporter. À partir du moment où il n'y a pas, on reste pas dans le périmètre, etc., qu'on prend et qu'on s'en va. Voilà, normalement, ça a toujours été autorisé, y compris pendant la période de confinement. Oui. Alors maintenant, les écoles. Comprenez-vous le positionnement des maires qui ont décidé de laisser les écoles fermées ? Alors je reprends toujours la même chose, les écoles elles n'étaient pas fermées, elles n'accueillaient plus d'enfants. C'est tout comme. Non, mais c'est quand même important parce que je répète qu'il y avait une quinzaine d'écoles ouvertes pendant toute la période de confinement pour accueillir les enfants, les soignants, et que tout s'est très bien passé dans ces écoles-là, qu'il n'y a pas eu de propagation du virus, qu'il y a eu des méthodes, un process qui a été mis en place naturellement pour éviter une contamination possible et que ça a bien tourné. Et je remercie d'ailleurs tous les maires qui ont ouvert ces écoles parce qu'ils l'ont ouvert souvent pour leurs enfants, les enfants de leur commune, mais aussi, comme on n'en avait pas partout, pour les enfants des communes environnantes. Et je pense que c'était d'une aide extrêmement précieuse pour tous les personnels de soins qui étaient engagés au quotidien à l'hôpital ou ailleurs. Donc concrètement, moi je peux comprendre la peur, mais je l'ai dit tout à l'heure, il faudra apprendre à vivre avec ce virus. Ce qu'on ne veut pas faire aujourd'hui parce qu'on estime qu'on n'est pas prêt, sera-t-on en capacité de le faire au mois de septembre si le virus est encore là, parce qu'il y a un risque non négligeable que le virus soit encore là au mois de septembre. Et je trouve en tout cas que les maires qui se sont engagés dans cette ouverture de classe, parce qu'il y en a certains, je crois comprendre aussi qu'on risque d'avoir, ou qu'on aura, c'est pas un risque, qu'on aura peut-être le plaisir d'avoir quelques collèges ouverts aussi. Je pense que c'est une bonne répétition, c'est une bonne organisation, parce que naturellement il faut revoir complètement l'organisation de la classe, de l'école, avec l'ensemble des personnels, avec les parents d'élèves. C'est toute une nouvelle organisation qu'il faut mettre en place avec les enfants. Et je pense que les enfants, faut pas les
prendre pour des idiots. Hein. Les enfants, ils apprennent très vite. Et ils apprennent très vite le risque. Ils peuvent apprendre très très vite les bons gestes. Et je trouve que cette période qui nous permettait là d'aller jusqu'aux vacances scolaires du mois de juillet permettait aussi, et ça c'est important pour moi, l'ancien enseignant, je le répète tout le temps, de favoriser la socialisation de ces enfants qui ont été enfermés certains pendant 2 mois, et ils ont besoin de reprendre goût à la vie par l'intermédiaire de l'autre, de revoir d'autres enfants, et je pense que c'est une bonne chose. Mais deux communes pour l'instant sur 32, c'est peu. C'est peu, surtout quand on sait qu'en dans l'Hexagone, le ministre de l'Éducation le disait ce matin dans la même visioconférence avec le président de la République, on va atteindre, je crois, dans l'Hexagone, 95% des communes qui auront ouvert des écoles. Pourquoi ce décalage entre l'Hexagone et nous ? Pourquoi ce décalage entre l'Hexagone et l'ensemble des Outre-mer? Parce que si je suis bien informé, en Martinique, je pense qu'il n'y a aucune commune, et en Guyane, aucune. Je ne sais pas, je le regrette. C'est peut-être, c'est pourtant pas, parce que ça vraiment, une importance accordée à l'école, parce que je pense, en tout cas en Guadeloupe, que je connais bien maintenant, voilà. J'ai fêté mes 2 ans de présence ici en Guadeloupe. Je pense que la relation à l'école, à l'éducation est forte ici, mais je pense que la peur de l'inconnu, de ce virus invisible. Puis aussi cette responsabilité qui pèse sur les épaules. Oui, alors cette responsabilité, elle a évolué aussi avec la loi. Hein, donc, peut-être pas suffisamment. Oui, mais encore une fois, je l'avais dit ici même l'autre jour, hein, un maire, malheureusement, est responsable de tas de choses. Vous m'aviez expliqué l'histoire des moutons ou des brebis égorgées. Et voilà, donc là, en l'occurrence, ce qui est bien, c'est qu'il y a mis en place des protocoles, il y a l'ensemble de la chaîne qui se met en place, et ne serait-ce que pour ça, ce que je regrette, ne serait-ce que pour ça, que ce rodage par rapport à la rentrée prochaine qui pourra se passer éventuellement encore avec le virus présent et circulant ici en Guadeloupe, c'était pas mal de rouvrir des écoles. Et il n'était jamais question, parce que je pense qu'il y a aussi une mauvaise communication là-dessus. Il n'a jamais été question de rouvrir toutes les écoles pour tous les élèves. Jamais. Il a été prévu de rouvrir les écoles pour des petits groupes d'élèves limités par classe avec, encore une fois, des règles, un protocole qui a été clairement défini pour permettre aussi à chaque enfant de reprendre pied dans l'école, de revoir ses amis, de revoir ses maîtres et de pouvoir aussi compléter ce qu'il avait pu faire dans l'enseignement à distance, qui est certes aujourd'hui, on a des enfants qui sont beaucoup plus attentifs parfois à des écrans qu'à des adultes, mais il n'empêche quand même que rien ne remplacera la relation avec le maître, et ça c'est important de pouvoir compléter ce que ces enfants ont pu apprendre avec l'enseignement à distance, corriger des choses, préparer de nouvelles choses. Et puis une dernière catégorie d'enfants, ce sont les décrocheurs, ceux qu'on a perdus de vue pendant ce confinement, parce que pour des raisons, j'en ai vu un l'autre jour. De toute façon, s'ils ont décroché, 1 mois et demi, ça suffira pas pour qu'ils puissent en 1 mois et demi, se remettre sur les rails. 1 mois et demi, on ne raccroche peut-être pas complètement, mais on retisse le lien avec l'école. Non, vraiment, c'est l'ancien enseignant qui me parle. Vraiment. Il faut redonner aussi des habitudes. Mais c'est se lever le matin, venir à l'école, avoir une certaine discipline, des choses comme ça. Tout ça se recrée et quelques semaines suffisent en tout cas à retisser le lien avec l'école. Les maires ont dit ouverture septembre, donc ça sera ça. Je ne sais pas s'il n'y aura pas aussi quelques pressions une fois qu'on aura eu les 2 exemples, les 2 communes, et que ça se sera bien passé. Et si je suis bien informé, en tout cas pour l'instant ça se passe bien. J'espère que ça peu d'enfants quand même dans les écoles. Parce que c'était prévu. Ainsi, il n'était pas prévu, encore une fois je le répète, il n'a jamais été question d'accueillir tous les élèves d'un coup en même temps. Il y avait un nombre d'élèves limité par classe, de très très petits effectifs, avec un nombre de mètres carrés aussi, tout ça a été quasiment millimétré. Donc oui, il y a peu d'enfants, mais je pense que ces enfants,
voilà, ils auront la chance de pouvoir retourner à l'école et j'aurais aimé que d'autres puissent avoir cette même chance, qu'on leur propose au moins cette option-là. Alors justement, quel est le poids de la parole des syndicats dans la gestion même de cette crise ? Est-ce qu'on peut dire que les syndicats ont eu aussi à participer et à peser au niveau des décisions qui étaient prises, notamment pour les écoles? Pour les écoles, oui, vraisemblablement, parce que c'est sans doute le secteur d'activité où j'ai été directeur de cabinet du ministre, donc j'ai le souvenir du poids des syndicats à l'éducation nationale. Mais pour autant, je pense que oui, ils ont donné leur avis, mais c'est pas ça qui a fait peser la décision. Les parents d'élèves aussi, ici en Guadeloupe, ont une position très ferme par rapport à la fermeture ou la non-ouverture des écoles. Donc voilà, ça s'appelle la communauté éducative, elle est large, cette communauté éducative, elle va des enseignants au personnel en passant par les parents et les élus, parce que derrière aussi il y a une relation avec le maire pour les écoles primaires. Et donc tout ça, voilà, chaque acteur a joué sa partie et a décidé. Mais vous le regrettez? Moi, ce que je regrette en tout cas, c'est qu'il n'y ait pas eu plus de volonté d'ouvrir au moins une classe par commune pour pouvoir accueillir à la fois, je vous dis, les enfants de soignants, les enfants des personnes qui concourent à la crise, à la gestion de la crise, d'accueillir les enfants qui étaient dans des situations de grande précarité. Moi, pardon, je dois voir ça et je suis ça, et cette crise, elle aura révélé cette précarité dans certains secteurs et avec certaines personnes qu'on n'aurait pas imaginées, hein, parce que voilà, c'est des gens, en particulier dans les familles monoparentales, des femmes seules avec leurs enfants qui les élèvent, qui ont un job, etc. Et tout. Et alors on a toute une économie aussi qui est tombée, hein, et en particulier, il faut le dire clairement, l'économie informelle, hein, qui est tombée aussi tout de suite. Donc tout ça a fait émerger une grande précarité ici qu'on connaissait, hein, on le savait, mais on ne la voyait pas autant. Hein. Vous savez que je suis allé plusieurs reprises aussi avec la Croix-Rouge, avec d'autres associations qui font un travail très important pour ces personnes en difficulté. Et puis il y a le décrochage de ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir les outils qui allaient bien. Hein. Je vous dis, l'autre jour, j'en ai rencontré un qui m'expliquait que oui, il avait reçu les cours, mais qu'il avait que son petit téléphone pour les lire, il n'avait pas d'ordinateur, etc. Et tout. Donc il y a eu un effort fait par les collectivités, et je pense qu'il va être continué pour doter les élèves de tablettes. Mais voilà, on a toute une série de... j'ai oublié aussi les enfants des parents qui travaillent ou qui veulent retravailler, parce que tous n'ont pas la possibilité de garder leurs enfants à la maison. Il faut parfois qu'ils retravaillent, y compris... Mais les maires disaient surtout, parce qu'ils se sont succédés sur ce plateau, que les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir les enfants. Dans certaines communes, il n'y a pas d'eau. Oui, nous y reviendrons tout à l'heure sur l'eau. Non, mais là-dessus, on va pas absolument pas polémiquer. Je rappelle que quand j'ai décidé de fermer de faire en sorte que les écoles n'accueillent plus d'élèves, moi-même je fasse attention à ce que je dis. Le 16 mars, ça a été, j'ai eu des critiques parce qu'on m'a dit mais pourquoi fermer les écoles alors qu'on avait à l'époque, je me souviens que 2 cas avérés en Guadeloupe, et j'ai dit je peux difficilement laisser les écoles ouvertes alors que je prône les gestes barrières, dont le premier est de se laver les mains régulièrement. Donc on va avoir du mal dans un bon nombre d'écoles où il n'y a ni eau ni savon. Donc ça, je l'entends. Ceci dit, attention, de quoi parle-t-on? On sait exactement quelles sont les communes où il n'y a pas d'eau, hein, dans les écoles. Hein. Et dans une bonne partie d'entre elles, heureusement, les maires ont doté ces écoles aussi de citernes pour que les enfants puissent se laver les mains. Donc on peut identifier dans une commune au moins une école où on a les conditions qui sont réunies. Je pense que naturellement le protocole d'accueil est complexe, c'est normal, parce qu'on est face à une pandémie, donc il faut surtout, la priorité c'est de ne prendre aucun risque de contagiosité, mais pour autant c'est pas impossible, puisque je vous le répète, dans 95% des communes de l'Hexagone, eh bien il y a au moins une école. Il n'y a pas le problème d'eau.
que nous avons. Vous ne savez pas ce que sont certaines petites écoles. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un département très rural. Il y avait de l'eau, mais il n'y avait pas de chauffage central, par exemple. Donc, on coupait encore le bois et on faisait le bois. Donc, ne croyez pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, il y a des situations. Je pense que ce qui était aussi important, certes, l'eau est un élément déterminant, mais d'avoir aussi les espaces qui s'y prêtaient pour ne pas avoir des lieux exigus, pour qu'il y ait aussi les flux à l'intérieur de l'école pour éviter les croisements, etc. Et tout. Donc tout ça est une organisation extrêmement complexe, je reconnais, j'ai lu ce protocole avec intérêt, et pour autant pas infaisable, puisque je vous dis 95% des communes de France ont trouvé le moyen au moins d'ouvrir une classe. Il ne s'agissait pas, je le répète, de rouvrir toutes les écoles pour tous les élèves. Ce n'était pas ça l'objectif. L'objectif était de permettre au moins à chaque enfant dont les parents faisaient ce choix, parce qu'on était aussi naturellement sur la base du volontariat de la part des parents, il ne s'agissait pas de contraindre les parents, qu'ils aient cette possibilité de scolariser leur enfant. Maintenant, concernant l'ouverture des plages, parce que c'est une question qui est souvent revenue. Est-ce que je peux faire une relation entre l'ouverture des plages et l'ouverture des classes ? Allez-y. Ah oui, parce que je trouve quand même assez paradoxal qu'on me dise on ne peut pas mettre des enfants dans une classe et on va les mettre tous avec les autres sur les plages. Vous voyez, il faut être cohérent dans la vie. Donc les plages seront réouvertes. L'accès à la mer sera ouvert. Parce que je crois que là aussi, il ne s'agit pas de recréer des clusters, je vous rappelle, pas de... L'accès à la mer, alors vraiment faites la différence pour que ceux qui nous écoutent puissent bien comprendre. Alors ça, cette discussion, nous allons la voir, enfin mon directeur de cabinet va la voir vendredi matin avec les maires, pour définir exactement ce qu'on veut. Mais je pense que des échanges que j'ai eus avec déjà quelques maires, on va s'entendre. Je trouve qu'il y a un paradoxe, vous voyez, je suis moi-même, je fais l'autocritique des mesures qui ont été décidées, entre la possibilité de faire un sport individuel, de la course, du vélo, avec naturellement la distanciation, et de ne pas pouvoir aller nager avec la même distanciation. Donc l'accès à la mer pour aller nager, pour pouvoir faire une pratique sportive, me semble vraiment une priorité. C'est d'ailleurs ce que demandent la plupart des gens. Oui. Vous voyez que c'est différent cet accès à la mer pour faire une pratique sportive, de la même manière que de courir sur la plage. Je suis quelqu'un qui aime bien ça, donc ça je peux comprendre aussi qu'on souhaite l'avoir. Et puis se poser sur la plage et se retrouver à 10, à 20 à faire un pique-nique avec le barbecue et compagnie. Voilà. Donc il y a des définitions qui vont devoir être bien calées et puis expliquer et puis respecter. Parce que derrière, il faudra que les maires qui vont prendre cette responsabilité, à l'heure à laquelle je vous parle, nous avions qu'une dizaine de maires qui m'ont saisi pour envisager la rouverture. L'accès à la mer. On demande l'ouverture des plages, de certaines plages, c'est pas toutes les plages. Donc il y a quand même cette conscience qu'ont les élus de ne pas faire n'importe quoi. Donc il va falloir, moi ce qui m'importe aussi, cette visio audio conférence que mon directeur de cabinet aura vendredi, je souhaite qu'elle puisse aussi être ouverte à tous les maires, même ceux qui ne m'ont pas demandé. Parce que c'est important aussi qu'on puisse échanger, parce que de toute façon, à un moment, il faudra rouvrir ces plages, et puis qu'on n'ait pas de trou dans la raquette géographique de la Guadeloupe. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir que la Riviera du Levant, et puis il n'y a plus rien ailleurs, et donc on va avoir une concentration sur le territoire. Donc voilà, tout ça va se décider là, à la fin de la semaine, pour une entrée en vigueur. Moi, l'objectif que je m'étais fixé, c'était aussi celui qui permettait de contrôler la qualité des eaux de baignade. Et ça, ce travail est fait par les agents de l'ARS et je les en remercie. Et la directrice générale me disait ce matin qu'elle espérait avoir fini en début de semaine, ce qu'on s'était prévu. Mais il n'y avait personne qui se baignait, donc il n'y a
pas forcément parce que vous croyez qu'il ne se passe rien dans l'eau de problème à ce niveau-là. On va parler du sujet de l'eau tout à l'heure, on pourra parler aussi du sujet de l'assainissement si vous voulez. Donc concrètement, il faut contrôler les eaux de baignade. Et on ne fait pas prendre de risques. Hein. Et là aussi, c'est la responsabilité du maire qui est engagé. Vous voyez, donc attention à... La plaisance, rapidement, quelques mots. Alors la plaisance, je serais amené... Alors je finis sur les plages, il faudrait qu'on ait réglé ça avec les maires qui souhaitent rouvrir tout cela pour le grand week-end de l'Ascension la semaine prochaine. Donc il y a l'Ascension, il y a l'abolition de l'esclavage, il y a aussi la Pentecôte. Oui, voilà, tout ça. Donc j'espère que pour ça doit être le 21 ou le 22. 21, 27. Alors 21, j'espère qu'on pourra avoir les plages. Et puis avant, normalement, la plaisance. Alors la plaisance, pour moi, c'est plusieurs sujets que je vais signer un arrêté vraisemblablement demain pour organiser tout ça. D'abord, ma priorité, je veux dire, c'est de faire partir tous les bateaux qui sont confinés dans nos criques et dans nos marinas de gens qui étaient là de passage au moment où le rideau est tombé. Et il y en a beaucoup. Les faire partir ? Oui, il y en a 300 à peu près qui doivent partir, puisqu'il faut surtout qu'ils partent avant le début de la saison cyclonique. Oui. Il ne faut pas prendre ce risque-là, d'autant que j'ai cru comprendre qu'on nous annonçait des premiers mouvements là pour juillet, et donc ça peut même arriver avant. Donc concrètement, le départ de ce deuxième élément qui est important pour moi, c'est de continuer à protéger notre Guadeloupe. Au même titre que je suis extrêmement prudent sur les arrivées d'avions, il faut qu'on soit prudent aussi sur les arrivées de l'extérieur de bateaux. Donc la mise en place aussi de quatorzaines, ça veut dire qu'il faut repérer les gens qui vont arriver de l'extérieur et en particulier de l'étranger qui normalement ne doit pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, on reste quand même là-dessus. Et puis, troisièmement, il reste tout ce qui est de la plaisance, on va dire, endogène, hein, c'est-à-dire les habitants de la Guadeloupe qui ont un bateau, une embarcation et qui font ça. Donc là, on s'oriente vers une autorisation, au moins de rester dans les eaux territoriales et puis d'être dans une plaisance diurne, c'est-à-dire on part le matin, on revient le soir, et on ne va pas surtout dans les pays limitrophes. On a une ouverture naturellement entre la Guadeloupe, la Martinique, éventuellement les îles du Nord. On reste, voilà, on a notre frontière entre nous. Donc tout ça va être mis en place sous la forme d'un arrêté avec d'autres dispositions que je signerai demain. Un point important aussi, il ne s'agira pas non plus d'être statique aussi sur certains lieux. Donc voilà, on va avoir toutes ces dispositions qui pourront entrer en vigueur pour le Donc des évolutions à venir. Voilà. Il restera à régler tout ce qui est, au-delà de la plaisance, activité nautique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va lier avec les discussions qu'on va avoir avec les maires sur les plages, c'est-à-dire comment on organise la plongée, comment on organise donc en fin de semaine, on saura déjà à ce niveau-là. Alors ça sera plutôt en début de semaine prochaine avec les dispositions sur les plages. C'est-à-dire concrètement, il faut qu'on définisse les modalités d'accès à la mer pour y exercer une activité nautique qui doit être compatible aussi avec l'absence de regroupement de plus de 10 personnes. Enfin voilà, toutes ces choses-là doivent être la distanciation, le fait de ne pas prendre de risques en se passant le tuba l'un à l'autre. Enfin voilà, toutes ces choses-là doivent petit à petit se mettre en place. Donc je récapitule la plaisance avec tous les éléments, j'espère avant le week-end, et puis les éléments de la plage et des activités nautiques pour le grand week-end de l'Ascension. Alors maintenant, le sujet de l'eau, un sujet, on va dire, brûlant, et aujourd'hui, on a l'impression d'avoir vraiment franchi la ligne rouge. Il y a un mécontentement de la population. Il y a certains secteurs où, vous avez vu, hein, il y a eu, on va dire, des personnes mécontentes, une population sur le terrain pour faire entendre sa voix. Alors justement, concernant l'eau, est-ce qu'il y a des avancées? Que se passe-t-il? Puisque là, on a l'impression qu'il y a un réel ras-le-bol. Alors ce ras-le-bol, il n'est pas nouveau.
il est J'ai exacerbé. l'impression qu'il est en train de s'accroître Oui, au il fur et à est exacerbé mesure. pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a eu le confinement et que les gens sont restés à l'intérieur de chez eux et ont vu à quel point ils ne pouvaient pas avoir d'eau et pas de respect surtout des tours d'eau. Parce que c'est ça qui est un des éléments importants. Et puis pas d'information sur le non-respect des tours d'eau. Je décrypte tout ça parce que c'est important. Vous rajoutez à ça cette crise sanitaire dont l'un des premiers gestes barrières c'est de se laver les mains. Donc quand on n'a pas d'eau, on ressent encore plus cette détresse de ne pas en avoir. Et puis vous rajoutez aussi un dernier élément complexifiant, c'est la sécheresse. Donc voilà, tout ça fait aujourd'hui un cocktail avec naturellement un réseau d'eau dont on connaît les défaillances. Et puis, il faut le dire aussi clairement, des opérateurs qui sont aussi défaillants. Donc, à tous les niveaux, y compris au niveau financier. Donc, concrètement, moi, j'ai réquisitionné ces opérateurs pour gérer cette crise. Aujourd'hui, cette crise dans la crise, parce qu'encore une fois, la crise de l'eau, elle n'est pas nouvelle. Je répète que l'État n'a aucune compétence dans le domaine, comme la région, qui s'est quand même largement aussi engagée aussi sur ce chantier-là. Oui, mais juste avant de poursuivre, Monsieur le Préfet, vous dites l'État qui n'a rien à voir dedans, mais le problème de l'eau dure depuis bon nombre d'années, on va dire plus de 30 ans. On a assisté au départ de la Générale des Eaux, on va dire avec une impunité totale. On peut s'interroger, est-ce que l'État, à un moment donné, n'a pas failli? L'État doit aussi mettre de l'ordre sur un territoire. Et est-ce que, justement, ça n'a pas trop tardé et pour se retrouver, justement, face à cette situation? Alors, on peut faire l'historique que vous venez de faire. Moi, je veux bien y souscrire. Moi, j'avoue franchement qu'aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est la situation actuelle et ce qu'on va essayer de faire là dans les 3 mois qui viennent. Je le redis, en réquisitionnant les opérateurs, je ne me mets pas à leur place et je ne dois pas les déresponsabiliser parce qu'il ne s'agit absolument pas d'être dans ce cas de figure. On va marquer une pause. On va marquer une pause parce qu'on est figé, donc ça a dû bugger. On parle de l'eau, ça bug sur. Ah ben bon, bravo.